Bonjour, bienvenue aux Machines. Cette semaine, Monique Richard. Monique est la première femme qui a monté le mont Logan en solitaire, donc la plus haute montagne au Canada. C'est une aventurière, une alpiniste. Elle nous parle pendant l'émission des moments difficiles qu'elle a eus lors de ses différentes expéditions, dont une où elle a perdu un de ses meilleurs amis dans ses bras à cause du froid. Elle nous parle également avec beaucoup de détails de toutes ces aventures qui vont vraiment vous faire voyager ou vous faire imaginer à quel point c'est extraordinaire monter toutes ces montagnes-là. Donc, une entrevue palpitante qui va vous tenir en haleine jusqu'à la fin. Encore une fois, je vous invite à partager et à liker nos émissions le plus souvent possible pour nous aider à inspirer le plus grand nombre de personnes possible. Le petit geste que je demande à tout le monde, prenez nos épisodes, partagez-les à au moins 10 personnes de votre entourage pour qu'ils puissent eux aussi découvrir les machines. Ça fait vraiment une différence pour nous. Donc, cette semaine, aux machines, Monique Richard. Ce podcast vous est présenté par l'équipe Tardif de Royal Lepage et l'équipe Stéphanie Simpson de Multiprêt Hypothèque. Pour tous vos besoins immobiliers, l'équipe Tardif et l'équipe Stéphanie Simpson, avec vous jusqu'au bout. Bonjour, bienvenue aux Machines. Cette semaine, avec nous, Monique Richard, qui est alpiniste. Monique, en fait, vient nous parler de différentes choses, mais comme on dit souvent en anglais, la vie, c'est des peaks and valleys. Ça fait partie il y a beaucoup de vallées puis beaucoup de sommets dans la vie. Puis je pense que Monique, c'est un peu ça, hein? Beaucoup de vallées, beaucoup de sommets. Oui, c'est ça, exactement. C'est une montagne russe. Fait qu'écoute, pour les gens qui te connaissent pas, nous, on te connaissait pas beaucoup avant que tu viennes ici. En fait, on s'est intéressé à toi quand André nous a parlé de toi. Oui. Puis on a vu que tu avais beaucoup de choses à raconter, je pense. Un beau parcours. Ouais, impressionnant. Oui. Parle-nous un peu de qui est Monique Richard. Ben, Monique Richard, en fait, moi, j'ai découvert la montagne très tard dans ma vie. J'avais 36 ans. En 2010, en fait, il faudrait que je recule en arrière. Il faudrait vraiment que je recule en arrière. Vas-y. on a du temps. Ouais. OK. Ben, en fait, c'est ça. Ben, j'ai déjà raconté, mais moi, à un moment donné, j'avais un bistrot. Je l'ai eu pendant 2 ans. Ça s'appelait le Mousse Café sur la rue Beaubien. Vraiment un concept magnifique parce que c'était un café mais avec une buanderie en arrière. Oh ouais. Fait que les gens venaient, faisaient leur lavage, prenaient un petit café. Cool. Puis moi j'aimais beaucoup le côté aussi parce qu'il y avait des artistes qui venaient, qui faisaient des vernissages, il y avait des chansonniers, café philosophique. Cet aspect-là, j'aimais beaucoup. Puis mais tout l'aspect administratif, ça c'était moins mon bag. Puis surtout la gestion d'employés. J'avais pas d'expérience dans ce domaine, puis j'en ai arraché. Puis je voyais même une thérapeute pour qu'elle m'aide là-dedans. J'étais allée chercher quand même des outils, mais au bout de 2 ans, là, je le sentais plus. Puis à un moment donné, je lui parlais que j'avais envie de retrouver un petit peu mes racines, c'est-à-dire que j'avais beaucoup voyagé avant. J'avais envie de voyager, sac à dos, la nature, vivre le moment présent, c'est plus simple, une vie plus simple et authentique aussi. Et à un moment donné, elle dit, je t'écoute, là, puis elle dit, Compostelle, est-ce que ça te dit quelque chose? Puis là, j'ai dit, c'est exactement ça qu'il me faut. Et j'ai vendu le bistrot, puis je suis partie pendant 2 mois sur Compostelle. J'ai fait 1600 kilomètres. En 2 mois, complètement seule. J'ai rencontré plein de monde, mais tu sais, j'ai fait quand même le move de partir seule, puis je savais pas trop dans quoi je m'embarquais. Et là, moi, j'avais pas vraiment d'expérience dans la randonnée. Fait que sur le chemin de Compostelle, j'ai dû m'adapter, changer mes chaussures. À un moment donné, j'avais à peu près 7 ampoules sur un pied. Tendinite de Lenoir, voyons, je pourrais réveiller la tête. L'épine de Lenoir, tendinite. Le monde qui me croisait pensait pas que j'allais me rendre jusqu'au bout. Même moi, j'en doutais, mais je voulais pas lâcher. Puis, Compostelle, en fait, j'ai appris à m'adapter. Si je voulais me rendre à un but, il fallait vraiment que je change mon comportement. Fait que j'ai même aussi changé de sac à dos. J'ai dû l'alléger parce que je suis partie... comme la plupart font sur Compostelle avec un sac vraiment trop lourd. Et de kilomètre en kilomètre, de jour en jour, finalement, tu te munis juste de l'essentiel. Puis c'est ça que ça t'apprend, c'est que t'as pas besoin de grand-chose finalement dans la vie parce que tu t'accroches aux rencontres que tu fais sur Compostelle. Le fait aussi de marcher, d'être dans la nature, ça m'a vraiment remis...
dans mes valeurs qui étaient plus près de la nature, m'enraciner aussi dans le moment présent. Puis ça a été vraiment un beau cadeau que je me suis fait. Et finalement, je me suis rendue à Compostelle. Mais par la suite, là, je me suis dit, là, je fais quoi? Parce que là, je me retrouvais plus de travail. Fait que je me suis dit, je venais de découvrir que j'aimais marcher puis être dehors. En fait, je voulais continuer Compostelle d'une certaine manière. Et là, j'ai pensé Post Canada. Tiens, pourquoi pas être factrice? Puis, ça a été le bon timing. Ils m'ont engagée. Fait que j'ai continué un peu Compostelle dans les escaliers de Montréal. Tu ferais des lettres. Oui, mais ça venait me rejoindre. J'avais besoin de ça. Et ça fait 10 ans maintenant que je travaille avec Post Canada. Et après Compostelle, c'est sûr que j'ai voulu me lancer un autre défi. Et je suis allée faire le GR20 en Corse, qui est une randonnée de 200 kilomètres. C'est pas long, c'est 2 semaines, mais c'est très sportif parce que c'est une montagne après l'autre, c'est monte descend. Et là, je découvre que j'adore ça. J'adore le dépassement de soi, évidemment la nature, ça c'était sans aucun doute, ça faisait partie de moi. Mais la randonnée, c'est vraiment là que j'ai en montagne surtout. C'est sûr que ça monte pas très haut. Je pense que la plus haute montagne, c'est 2400 mètres environ. Mais c'était le plus haut que moi, j'avais atteint jusqu'à cette date-là. Puis, après le GR20, là, je dis, je vais aller plus haut. C'est drôle parce que pendant le GR20, j'ai eu, à un moment donné, le vertige. C'est tellement drôle parce que après ça, je suis allée jusqu'à 8850, l'Everest. Puis, c'est drôle parce que j'aurais pu m'arrêter au vertige. Oh non, c'est pas pour moi la montagne. Parce que dans quelles circonstances, le vertige? J'étais à 2300 mètres environ, puis j'ai senti vraiment le vertige. Là, j'étais pas capable de marcher droite. Je devais marcher quasiment à 4 pattes. Là, la peur. Puis c'était quand même la première fois que je ressentais ça. Et finalement, ça a été la seule fois. Fait que là, t'as plus le vertige. Non, c'est comique quand même, parce que quand je repense à ça, j'aurais pu vraiment m'arrêter là. Ouais. Puis, mais je me suis plus accrochée à l'enthousiasme que j'avais à faire la montagne. Puis là, je me suis dit, je vais aller plus haut. Fait que je me suis lancé le défi d'aller faire le Kilimandjaro quelques mois après. Kilimandjaro, c'est une randonnée, mais en très haute altitude. C'est la plus haute montagne de l'Afrique. Puis ça me permettait de moi de connaître qu'est-ce que c'est quoi la haute altitude, le manque d'oxygène. Puis là c'est un dépassement beaucoup plus grand que le GR20. Puis finalement là j'étais allée faire le Kilimandjaro, puis ça a été le coup de foudre pour la montagne de haute altitude. Et quand je suis revenue du Kilimandjaro, là, c'était évident que là, je venais de toucher à ma passion, une nouvelle passion. Puis, là, j'ai rencontré des gens du milieu, j'étais allée voir des conférenciers, j'ai lu des livres, et je me suis joint très rapidement à un groupe qui s'en allait faire l'Elbrus, la plus haute montagne de l'Europe, qui est en Russie. Et là, il y avait, là, c'était un petit peu plus technique. Il fallait marcher avec des crampons, piolet. Et là, j'ai adoré. Pour moi, la montagne, c'est très sensoriel aussi. La neige, le froid, la texture de la neige, les paysages, le silence aussi, ou le son du vent. Ça venait vraiment me parler. Ça me parle encore beaucoup. Mais là, je me suis lancée par la suite là à faire plein de montagnes et je me suis ramassée à faire les 7 sommets. Chaque continent contient sa plus haute montagne. Puis j'ai fait les 7 sommets en 2 ans et demi, avec d'autres montagnes aussi de haute altitude qui font pas partie des 7 sommets, ce qui est très rapide là de le faire parce qu'il faut chercher aussi le financement. Mais j'étais tellement passionnée, puis bon, je l'avoue, je voulais aussi, il y avait pas de Québécoise qui avait fait les 7 sommets, et je voulais être la première Québécoise. Et c'est pour ça aussi que je l'ai fait d'une manière rapide. Finalement, je suis pas arrivée parce que la personne qui est arrivée à être la première Québécoise, elle avait commencé plusieurs années auparavant. Et chaque montagne a ses saisons, puis bon, c'était quand même assez difficile d'y arriver, mais
au bout du compte, finalement, c'est quoi qui compte? C'est le titre, on s'en fout, là. Quelle école pour qu'est-ce qui allait arriver par la suite. Puis, fait que j'ai fait les 7 sommets, mais par la suite, j'en ai fait beaucoup d'autres. Puis, ça a été, c'est toute une passion, vraiment, là. Ta dernière expédition au Canada? Oui, la plus haute montagne du Canada, le mont Logan, qui est vraiment une montagne à part dans toutes mes montagnes. J'ai fait à peu près une trentaine d'ascensions. Puis le mont Logan, ça a été très particulier. Premièrement, je dois dire que je suis déjà allée en 2017 avec un partenaire de montagne. On voulait le faire pour le 150e anniversaire du Canada. Fait que c'était vraiment un magnifique projet pour célébrer le Canada, de faire la plus haute montagne du Canada. On s'est retrouvés avec plusieurs équipes qui avaient eu la même idée. Puis c'est une montagne magnifique, elle est très isolée, elle est au Yukon. C'est pour y arriver, pour y accéder à la montagne, au camp de base, on doit prendre un avion qui débarque au camp de base et là t'es laissé vraiment à toi-même. Il y a pas de dépanneur, de magasin. Fait que s'il fait pas beau, l'avion peut pas venir te rechercher. Fait que tu peux rester là assez longtemps. Puis fait que j'ai fait la montagne en 2017 avec mon partenaire, mais on le fait en raquette. Ce qui est pas très conseillé parce que ça te demande une énergie incroyable, parce que tu dois aussi tirer tous tes bagages sur un traîneau, porter dans un sac à dos. Fait que ça te demande une force incroyable. Puis en raquette, c'est fou là, de faire la trace aussi dans la neige. Par contre, cette fois-là, il y avait quand même beaucoup d'équipes, comme je disais. Fait que la trace, on n'a pas eu à la faire vraiment parce qu'on suivait les autres équipes. Mais pour redescendre, parce qu'on fait en altitude, tu sais, tu pars pas du camp de base puis tu t'en vas au sommet. Il faut faire souvent des paliers pour habituer ton corps au manque d'oxygène. Parce que tu vas trop vite, tu peux faire un œdème cérébral, c'est vraiment trop dangereux. Fait que tu vas, en fait, comment ça fonctionne, c'est que tu vas t'es au camp de base, là, tu vas porter des choses au camp 1. Fait que tu vas t'alléger, mais tu vas aider ton corps à s'acclimater. Et tu reviens au camp de base, tu passes une nuit. Ensuite, ben là, tu retournes au camp 1, là, tu passes une nuit. Là, tu fais ça comme ça, quasiment à tous les camps. Puis, ben là, en 2017, mon ami qui est de la Hollande, lui, il connaît pas vraiment le froid, la neige. C'est des tempêtes extrêmes au Mont Logan. C'est vraiment, même la tente, elle s'est déchirée tellement que le vent était fort. Puis bon, on n'avait pas de guide là non plus, fait qu'on est, on est en autonomie vraiment complète. Si c'était pas de suivre les traces des autres, ça aurait rendu encore beaucoup plus difficile. Mais là-dedans, il faut être vraiment fort. Moi, avec mon métier, être canadienne, c'est sûr que j'avais un avantage sur lui. Puis j'étais prête parce que j'adore ça. Je suis un petit peu extrême, là, mais j'aime les tempêtes, j'aime la nature qui se déploie comme ça sur une montagne. Je trouve ça magnifique. Mais évidemment, il faut être préparé. Il faut que tu sois bien équipé aussi. Faut pas t'aille froid parce que c'est sûr que tu commences à avoir froid, à geler, à perdre l'énergie, ça l'atteint ton psychologique. Puis qu'est-ce qui est arrivé, c'est que mon ami, il était plus motivé. Et moi, j'ai tout fait pour le motiver. Ça a été très difficile parce que aussi, c'est pas facile d'être en équipe. Parce qu'on doit gérer, plus qu'on est sous pression, plus que de la tension. Bon, il y a des chicanes. Là. S'il y a des chicanes, c'est plate parce que là, tu perds toute ton énergie. T'es pas dans un environnement pour te chicaner. Là. Il faut s'entraider. Puis, fait que finalement, ben, on a décidé qu'on allait retourner de bord. J'étais très déçue. T'étais rendu où quand vous êtes tourné? Nous étions dépassés le camp 4. Mais il en restait beaucoup pour l'avoir fait par la suite. Il y a combien de camps en tout? Il y a 5 camps. Okay. 5 camps. Puis on n'avait pas atteint encore le camp 5. Mais moi, je pensais qu'on était proche. Fait que j'étais encore plus déçue. Mais pour l'avoir fait par la suite, j'ai une chance que finalement on a arrêté là. Parce qu'en raquette, là, s'il était déjà fatigué à ce moment-là, ça aurait peut-être mal fini. Fait qu'on est retourné de bord, mais tu sais, il faut comprendre aussi, c'est une grosse déception parce que c'est des gros sacrifices.
Premièrement, moi, j'avais pris mes 4 semaines de vacances de l'année pour faire ça. Fait que c'est après ça, j'ai plus de vacances là. Il y a le financement aussi, c'est des milliers de dollars. C'est la préparation. C'est moi en tout cas, c'est quand je pars en montagne, je me prépare d'une manière vraiment extrême. L'entraînement, la nutrition, les sacrifices aussi. C'est que vous êtes des athlètes, vous le savez. C'est qu'à un moment donné, le social il en prend un coup. Le soir, tu sors plus là. C'est parce que tu sais que le lendemain, il faut que tu te lèves tôt pour t'entraîner. Puis c'est beaucoup de sacrifices. Fait que c'est surtout quand toi t'as encore l'énergie, t'es encore motivé pour continuer, alors que t'es freiné par ton partenaire. Fait que c'est très décevant, mais en même temps, après coup, tant mieux parce que on a évité probablement un drame, mais ça m'a permis d'y retourner en 2018 et cette fois ça a été un défi vraiment incroyable parce que je l'ai fait en solo. Fait que ça c'est Pas en raquette? Pas en raquette, non. Puis je me suis servi de cette expérience-là de 2017 pour adapter ma préparation d'une manière beaucoup plus efficace. Fait que des raquettes au lieu des skis. Là, du fait que je l'avais fait en 2017, là, je pouvais voir qu'est-ce qui avait marché, qu'est-ce qui avait pas marché. D'être en solo aussi, il fallait vraiment que je pense à tous les détails pour ma survie. C'est ma survie, ma vie, parce que là je suis en solo, c'est plus la même game. Fait que il y a beaucoup de choses comme par exemple, j'ai emmené un bivouac et une tente parce que je me suis dit si la tente déchire, j'ai le bivouac. Un bivouac c'est une petite tente pour une personne qui se monte dans le temps de le dire, qui est très léger aussi. Et moi ce que j'ai fait c'est qu'à partir du camp 2, je suis partie avec le bivouac. Seulement j'ai laissé la tente là pour être super légère, pour pas perdre trop d'énergie pour me rendre au sommet. Puis il y a tout le côté communication aussi. J'avais un Enridge GPS pour rester en communication avec mes proches, mais aussi s'il y avait un problème, je pouvais peser sur un piton SOS. Ce que j'avais pas en 2017, toute la nourriture aussi, on avait apporté un pot de beurre de pinot, c'est vraiment trop lourd. Fait que j'ai amené des petits casseaux de beurre de pinot, tu sais, fait que j'ai vraiment pensé à tout. À Logan, il y a beaucoup de crevasses. Là, j'ai dit je suis pas encordée. Va falloir que je pense à ça si je tombe dans une crevasse, surtout les éviter en premier lieu. C'est sûr que les skis m'aidaient énormément à cause de la portance sur les glaciers. Ça, c'est sûr qu'en raquette, je serais même pas arrivée, là. Il y avait tellement de crevasses. Mais là, je me suis dit, comment je fais? Parce que si je tombe dans une crevasse, habituellement, quand t'es encordé, l'autre te tire sur la corde. Mais là, j'ai pas de corde. Fait que là, je me suis dit, il faudrait que j'aie mes piolets vraiment comme à comment elle s'appelle, en tout cas. Tant pis, je me rappelle plus, mais tu sais, à la disposition. À la disposition. Ouais. Mais là, j'ai dit, ça doit exister peut-être des bâtons avec des piolets intégrés. Ouais. Fait que j'ai déjà mes piolets dans mes mains. Ouais. Puis effectivement, ça existe. Ouais. Là, je savais même pas. Fait que je me suis procuré ça. Et fait que ça a été finalement, c'est ça, 2017, pour moi, je l'ai vu comme un avantage énorme pour ma préparation de 2018. Parce que probablement que je serais pas arrivée non plus là en 2018 si j'avais pas fait 2017, c'est sûr. Il y a tout aussi la route. Quand je me suis retrouvée en 2018, même si j'avais mes points GPS, il y avait tellement de brouillard par moment, tellement de crevasses que des fois je pouvais même pas prendre le risque de passer par là, même si mon GPS me disait par là. Fait que des fois j'ai dû contourner une montagne pour retrouver finalement le chemin parce que pour moi c'était beaucoup plus sécuritaire de le faire de cette manière. Mais quelle énergie déployée. Puis là-dedans, ça m'a demandé une concentration énorme. J'ai dû être vigilante à toutes les secondes. Par exemple, quand je montais Logan, à un moment donné, habituellement, quand t'es deux, tu peux te permettre de t'asseoir, souffler un peu, manger. Moi, le fait que j'étais seule, je peux même pas m'asseoir au risque de m'endormir. Puis là, tu t'endors, l'hypothermie. Fait que c'était me reposer sur mes bâtons comme ça. Wow. Fait que c'est tous les détails. C'est combien d'heures par jour, ça, avant de se reposer? C'est difficile à répondre à cette question parce que ça dépend... Ça dépend des camps. Il y a des camps qui sont plus espacés.
Mais mon push summit, c'est-à-dire quand je suis partie vers le sommet, là, je pouvais marcher des 10 heures. Ma dernière journée, quand j'ai fait le sommet, puis je suis revenue au camp 5, ça a été une affaire comme à peu près 15 heures. Ça a été énorme, j'étais épuisée. Puis là, c'est haut là aussi. Faut penser que j'étais en altitude. Fait que tu t'épuises beaucoup plus facilement. Fait que tu bouges moins vite aussi. Oui, c'est ça. Le pas il est au ralenti. C'est d'une lenteur extrême. Mais tu peux pas parce que tu souffles à rien aussi. Ouais. Là. Fait que c'est d'écouter ton corps, puis d'y aller, de te concentrer. Il faut pas, même pas trop tu regardes en haut parce que t'es découragé. Ouais. T'as l'impression que t'avances pas. Fait que c'était ancré dans le moment présent. Puis moi, je comptais mes respirations, mes pas aussi. Ça m'aidait à rester vraiment dans le moment présent. Et concentré. À me concentrer. Est-ce qu'il y a des journées que c'était impossible d'avancer à cause de la température? Ou... Ah ben oui, moi je suis restée 6 jours dans ma tente à cause d'une tempête au Mont-Logan. Ouais. Puis là c'est long, mais j'avais prévu du fait que en 2017 je l'avais vécu, mais là on était quand même 2. Ouais. Mais là j'avais emmené un livre téléchargé dans mon téléphone. J'avais emmené une série aussi. Fait que je me suis même pas ennuyée. Pour moi c'était même c'était un privilège parce que j'ai pas le temps de faire ça ici. Là, genre, j'ai le temps de lire, j'ai le temps de regarder une série, puis t'écoutes le vent. Je trouvais ça beau aussi, le fait d'être tout seul dans ma tente. Puis au camp 2, à ce moment-là, j'ai resté 6 jours, il y avait personne à des kilomètres. Est-ce que tu sais s'il y a vraiment personne à des kilomètres? Y a-tu une géolocalisation qui fait en fait, j'ai été très surprise que moi, dès que je suis arrivée au camp de base, je me suis dit, ben voyons, il y a pas personne parce que l'année d'avant... Il y avait plusieurs personnes. Oui, mais c'est le contre-coup du 150e. Ah, okay. Fait que le monde qui devait faire le GAN voulait le faire en 2017. Fait que ça a été le contre-coup, mais en même temps, je me dis, ben parfait, parce que mon défi est encore plus défi. Mais il y a quand même eu une autre équipe qui est arrivée par la suite. Mais on était toujours à 2 jours de décalage. Puis eux, bon, ils ont resté finalement jusqu'au camp 4. C'est 2 Québécois. Fait que quand je suis restée 6 jours dans ma tente sous une tempête, finalement je vois les 2 Québécois arriver. J'étais contente. Fait que j'étais enfin de la compagnie. Puis fait que c'était quand même plaisant, surtout que c'était des Québécois là. Je pense que t'es sortie d'urgence, hein, de... Ben oui. Ben là, il faudrait que je raconte ce qui s'est passé Bon, avant. on y va. Je vais prendre un petit peu de café. Comme je disais, à Logan, la fenêtre météo, c'est un stress permanent. Vraiment, la fenêtre météo est très petite. S'il y en a une. Pour aller faire le sommet, c'est ça? Oui, il faut qu'il y ait au moins 4 jours d'affilée de beau temps. Fait que à partir du camp 2. Puis finalement est arrivée cette fenêtre météo-là, mais très petite. 4 jours. Fait que j'avais vraiment pas le temps de perdre mon temps, là. C'est parce qu'il faut que tu reviennes, là. C'est y aller puis revenir les 4 jours. Fait que moi, je suis partie, vraiment, j'étais prête aussi, là. Je l'attendais. Ça faisait à peu près 6-7 jours que j'attendais le beau temps. Ah, j'ai oublié de dire. Parce que c'est important aussi, c'est que quand j'ai fait mon acclimatation du camp 2 au camp 3, j'étais seule. Mais quand je suis revenue, c'est ça que je voulais dire tantôt, c'est que je suis tombée finalement dans une crevasse. Okay. Et là, ça a été... j'ai failli d'abandonner, d'arrêter mon ascension à ce moment-là parce que j'ai eu la frousse. Là, moi, je suis toujours pas encordée. En fait, c'est que j'avais enlevé mes skis. J'étais dans une situation où je pouvais pas avancer. Il y avait des séracs partout, des crevasses aussi. C'est quoi les séracs? Des séracs, c'est des glaciers. En fait, c'est des montagnes de glace que tu dois contourner. Et puis là, avec le brouillard, j'arrivais pas à voir la perspective. Tout était blanc. Le sol, parce que c'est la neige, mais aussi j'étais dans les nuages. Et là, quand t'es dans un endroit comme ça, c'est très difficile parce que t'as plus la perspective. Fait que tu peux pas t'en aller comme ça, puis tu sais même pas si tu vas tomber de 100 mètres.
Puis, en fait, j'avais enlevé à un moment donné, parce que ça faisait à peu près 40 minutes que j'essayais de trouver un chemin pour descendre vers ma tente au camp 2. Et je dis, je vais enlever mes skis juste pour passer un petit passage. Puis, finalement, j'ai même pas fait 3 pas que je suis tombée dans une crevasse, mais je suis tombée du sol. Ce qui fait que moi, je me suis retenue avec mon sac à dos puis mes pieds dans les murs opposés. Et là, j'ai essayé de me remonter avec mes fameux piolets bâtons, mais la neige, elle s'effritait sous mes bâtons. Là, je sentais le vide en dessous de mes pieds. J'ai dit, si je tombe plus bas, c'est fini. Personne ne sait que je suis là. C'était effrayant. Wow. Mais là, je devais me concentrer parce que là t'as le cœur, là, t'es en altitude, là t'as le cœur qui pompe. Puis là, je me dis, là, Monique, gars, là, c'était pas le temps d'avoir peur parce que ça sert à rien. Là, il faut que tu trouves une solution pour t'en sortir. Fait que là, mes skis, heureusement, étaient tombés juste à côté de la crevasse. Fait que j'ai pu récupérer mes skis, les mettre au-dessus de ma tête, puis finalement me tirer pour faire une culbute. Fait que c'est comme ça que je suis sortie de la crevasse. Quelle profondeur ça, ces crevasses-là, quand tu... Oh, c'est des mètres et des mètres. L'as-tu regardé après? Non, non. Je suis sortie de là, j'ai même pas voulu regarder parce que là, c'est la peur qui allait prendre le dessus. Fait, mais c'est assez énorme pour que tu puisses plus en sortir. Puis, fait que c'est ça. Et mais là, moi, c'était même pas fini aussi à cause... Là, j'ai remis mes skis. J'ai dit plus question que j'enlève mes skis. Mais là, j'étais pas sortie, moi, de cet endroit-là, dans le brouillard avec les séracs. Puis, à un moment donné, j'ai été obligée, à un moment donné, de me lancer sans savoir si c'était 5 mètres, 10 mètres en bas de moi. Mais j'avais pas le choix. À un moment donné, il fallait que je me sorte de cet endroit-là. Et j'ai sauté. Puis je me suis un petit peu... je me suis frappé la joue sur la glace. Mais finalement, j'ai réussi à m'en sortir. Puis là, je suis arrivée peut-être 20 minutes plus tard à ma tente au camp 2. Là, le stress est tombé. Je me suis mis à pleurer. Puis là, j'ai dit, je fais quoi, là? J'ai dit, c'est peut-être de la folie de continuer. Fait que là, je suis restée 2 jours à réfléchir, puis à me remettre en question. Là, j'ai dit, je pense que la meilleure chose maintenant, c'est de plus enlever mes skis, parce que ça me protégeait contre les crevasses, puis d'être encore plus vigilante. Puis finalement, j'ai décidé de continuer. Fait que quand c'est arrivé le push summit, là je reviens où ce que j'en étais. Fait que là, j'ai ce véhicule-là dans ma mémoire. Fait que là, j'ai été très vigilante. Finalement, j'arrive au camp 3. Je passe la nuit. Là, il commence à faire très froid à cette altitude. Là, le matin, moi, je dormais dans mon bivouac. Fait que c'était quand même pas hyper confortable, mais bon, c'est pour une couple de jours, c'était assumé. Puis là, déjà le matin, c'était très long de partir parce que faire chauffer, en fait, tu fais fondre la neige pour faire ton eau. C'était hyper long à cause du froid aussi, à cause du manque d'oxygène, ce qui faisait que le gaz était très difficile à prendre. Fait que des fois, ça prenait peut-être 1h30. Puis là, j'étais juste au camp 3, parce que ça allait être plus loin, plus haut. Je vais le raconter plus tard, mais puis là, mes pieds sont gelés, là, c'est de te réchauffer les mains. Puis là, finalement, le soleil devient plus fort. Là. Ce qui est l'avantage à Logan à cette saison, c'est qu'il fait clair à peu près 22 heures de temps, parce que t'es au nord. Puis, fait que ça, c'est tout un avantage, mais il fait quand même froid le matin. Puis là, le soleil, quand il devient un petit peu plus puissant avec la réflexion de la neige, là, tu peux plus respirer. Puis, fait que là, je suis partie, mais moi, à cause de la petite fenêtre météo, j'ai pas arrêté au camp 4. Fait que j'ai passé le camp 4. Fait que là, je suis montée jusqu'au camp 5. Mais Logan, ce qui est particulier, c'est que c'est la première fois que je faisais une montagne de ce genre-là. C'est que Logan, t'arrives au camp 4, t'arrives au col, et là, tu dois redescendre 400 mètres. C'est ça que je me demandais, c'est ça. Parce que au niveau de l'acclimatation, t'as pu continuer au camp 5 parce que justement, tu redescendais un bout. C'est ça. Oui, exactement. Mais après ça, il faut remonter. Fait que là, j'ai descendu de 400 mètres pour arriver au camp 5.
Et là, au camp 5, là, c'est vraiment un autre monde. Quand tu passes le col de Prospector Col, là, t'arrives dans un environnement très hostile. Là, c'est vraiment il est désertique. Là, t'es à 5200 mètres. 5100 mètres. Puis là, il y a pas personne. Puis là, c'est tellement pas conseillé d'être là s'il y a des tempêtes. Parce que pour avoir lu un livre justement de Surviving Logan, il y a une équipe en 97, je crois, qui a été pris là. Et moi, j'avais lu le livre, puis j'avais lu d'autres histoires aussi. Et c'est l'endroit où il faut vraiment pas être, parce que là, les secours peuvent pas venir te chercher. C'est un endroit très dangereux. Bon, fait que là, j'arrive au camp 5, fait que moi, je me prépare pour partir le lendemain, faire le sommet, mais là, je venais de faire quand même beaucoup de kilomètres, là. Fait que j'étais quand même assez fatiguée, mais là, j'ai dit, je vais prendre des forces. Fait que j'ai essayé de manger, mais encore là, à cause du froid puis de l'altitude, j'ai eu beaucoup de mal à faire chauffer, à faire fondre la neige. Fait que là, qu'est-ce qu'on mange? Ben, en fait, ce que j'ai mangé, moi, c'est de la nourriture sèche que tu rajoutes de l'eau chaude. Mais moi, mon eau est jamais venue chaude. Fait que elle était tiède. Fait que j'ai mangé mon riz très al dente. Fait que à un moment donné, après 5 bouchées, bon, c'est assez, c'est pas très appétissant. Fait que là, j'ai essayé de dormir, mais là, durant la nuit, il y a eu quand même des forts vents. Puis dans un petit bivouac, là, c'est difficile de dormir quand le vent te brasse un peu. Par la suite, moi, c'est ça. Le matin, je savais même pas si j'allais faire le sommet. Je doutais encore parce que là, mon énergie était plus ou moins forte. Puis là, ça a pris du mal fou de partir le matin parce que mes pieds étaient complètement gelés. J'ai essayé de mettre mes bottes de ski, incapable tellement que mes bottes de ski étaient gelées. Pourtant, les bottes de ski, je les avais mis avec moi dans mon bivouac, mais il faisait tellement froid. Fait que je faisais 4-5 pas, puis mes pieds gelaient. Fait que là, je revenais, j'essayais de réchauffer mes bottes, mes pieds. Fait que ça a pris au moins un bon 2h30 avant que je parte. Fait que tout ça demande de l'énergie et atteint le mental parce que ça part mal à matin. Finalement, je suis partie. Puis là, ça a été quand même une très longue journée. Pour arriver finalement au pied de Logan, il me restait 300 mètres. Et là, je vois le Logan que j'en rêvais depuis 2017. Mais là, il y a plein de nuages en haut. Là, je fais quoi? Est-ce que je continue? Est-ce que c'est un risque? Est-ce que le risque, ça soit la tempête en haut, mais aussi que les nuages deviennent beaucoup plus présents, puis que dans ma descente, finalement, je me perde? Fait que c'est tout ça des questions que je me suis posées. Et là, je fais un flashback hyper important. En 2016, parce que moi, j'ai toujours ça dans ma mémoire aussi, c'est qu'en 2016, j'ai fait le Mont Rainier avec mon meilleur ami, un Norvégien avec qui j'ai fait plusieurs ascensions. Et on a été pris dans une tempête. On a fait le Mont Rainier, on a fait le sommet. En redescendant, on a eu des complications. Puis on est arrivé trop tard où on pouvait retrouver le refuge, qu'on a été pris dans une tempête et le brouillard. Et on a passé toute une nuit dans la tempête, collés un à côté de l'autre, près d'un rocher. Puis l'hypothermie a commencé à nous envahir. Moi, j'arrêtais pas de trembler, ce qui m'aidait quand même beaucoup parce que mon corps combattait. Lui, mon ami, je pense qu'il était beaucoup plus avancé dans l'hypothermie parce qu'il tremblait pas. Et ça a été une nuit tragique. Parce que là, je savais que dans le pétrin qu'on s'était mis, que là, si on s'en sortait, on allait être très chanceux. Et le lendemain matin, là, j'ai vu le visage de mon ami qui était tout gelé. Et là, on a essayé de redescendre, mais mon ami, malheureusement, est décédé dans mes bras. Ah. Fait que ça, pour moi, ça a été ça a été un grand drame, là. Excusez. Mais
c'est un gros choc pour moi dans ma vie. Puis ça fait quand même 2 ans. Puis, fait que c'est sûr que j'ai à la suite de ça, moi j'ai un choc post-traumatique, ce qui fait que j'ai une peur incroyable des brouillards. Parce que c'est ça qui nous a mis dans le pétrin, parce qu'on n'est pas arrivé à retrouver notre chemin. Les nuages, le brouillard, c'est quand tu vois même pas à 5 mètres où ce que tu t'en vas. Tu sais même pas si tu perds tous tes repères, tu sais même pas si tu dois partir à droite, à gauche. Puis que là, le vent se lève, c'est énorme là, comme émotion. Fait que là, c'est sûr qu'on n'avait pas de GPS aussi à ce moment-là. Ça a été une grosse erreur. Puis, fait que c'est ça. Fait que là, je reviens au pied de Logan. Fait que moi, c'est sûr que ces nuages-là rappellent ce drame-là. Fait que je me dis, qu'est-ce que je fais? Tu sais, en plus, je suis solo, là. Je suis seule. Puis finalement, en analysant la situation, il n'y a pas de vent. Fait que je me suis dit, les nuages devraient rester stables. Fait que j'ai dit go. Mais je dis, je vais m'alléger, je vais tout enlever, qu'est-ce qu'il y a dans mon sac pour être la plus rapide possible, pour pas perdre de temps au cas que le vent se lève. Et finalement, je suis montée, pas encordée, 300 mètres, crampons, piolets. Ça a été les 300 mètres les plus épiques de ma vie parce que j'arrivais vraiment au sommet là, que tant rêvé. Après avoir passé toutes les épreuves, parce que en 2017, ça fait partie aussi de toutes ces épreuves-là, mais la crevasse avant, la fatigue, les tempêtes, puis j'y croyais pas, juste même le matin, avant de partir le sommet, j'y croyais même pas. Et là, c'est sûr que là, à 300 mètres, puis de partir comme ça, là, j'y croyais, là, j'y arrivais, là. Fait que ça a été une grande émotion parce que ce que j'ai appris jusqu'à ce moment-là, c'est de m'avoir écouté dans mon sentiment, puis de m'avoir fait confiance. Parce que c'est sûr que j'avais quand même du bagage, de l'expérience. Fait que j'ai pu puiser dans mon expérience pour prendre des décisions très éclairées. Me faire confiance aussi à mon instinct, puis ma préparation, puis là j'y arrivais. Fait que c'est tout le parcours, puis là finalement j'y arrive. Fait que c'est sûr d'arriver en plus au sommet du Canada, mon pays. Là j'étais très contente, puis d'avoir une vue que personne pouvait avoir à ce moment-là. J'étais la plus haute du Canada à ce moment-là. Le feeling, c'est mon pays. Puis c'est tellement de belles montagnes, Logan. C'est le côté sauvage aussi. Tu sais, j'en ai pas fait beaucoup des montagnes aussi sauvages, là. C'est de pas voir un humain à des kilomètres, pas de vie, pas d'oiseaux, pas de... Puis c'est tout blanc. C'était vraiment magnifique. Puis, finalement, ben là, il faut redescendre. Et là, je suis redescendue de la même manière, rapidement. Et là, très très contente mais fatiguée et je sais que c'est pas terminé, je dois revenir au camp 5. Et là ben moi je descends en ski mais j'ai les jambes fatiguées. Tu sais, faut pas oublier là que moi je suis partie du camp 2, camp 3, j'ai passé le camp 4 puis j'ai pas arrêté. Puis j'arrive pas à récupérer d'une manière efficace à cause du vent qui me réveille la nuit, mais aussi j'arrive pas à faire bouillir l'eau. Je mange, mais mon énergie, d'heure en heure, je la vois qui s'abaisse. Puis à un moment donné, moi, je fais du ski, puis je descends. Puis sans m'en rendre compte, mais que je m'en vais pas pantoute dans la bonne direction. Parce que en altitude, des fois, le cerveau, il joue des tours. Puis avec la fatigue en plus, puis moi, je voyais comme un plat devant moi, puis dans ma tête à moi, c'est comme si je m'en allais au camp 5. Mais là, je réalise, je regarde mon GPS, à un moment donné, je suis pas en tout dans la bonne direction. Et là, je réalise que je suis à peu près, je suis 300 mètres trop bas du chemin que je devais contourner. Là, c'est pas vrai, je dois remonter 300 mètres. Je viens de me faire Logan, qui est 300 mètres, mais c'est tout le chemin avant. Mais là, je regarde mon GPS, les batteries de mon GPS, parce que j'arrive pas non plus à charger les piles avec mon panneau solaire.
Puis là, moi, à ce moment-là, je pense que c'est peut-être que la lumière est pas assez forte. Puis là, ben, je vois mon GPS qui reste à peu près 30% de batterie. Mais moi, il me reste des heures là à faire encore. Et j'ai un téléphone satellite. Et mon téléphone satellite aussi, la batterie, je peux arriver à charger. Et là, j'appelle un de mes amis en panique. Là, je lui dis... parce que là, lui, je savais qu'il me suivait sur les cartes. Et là, j'envoie ma position. Et là, il me dit, Monique, tu dois contourner la montagne pour trouver ton chemin. Parce que pour moi, il n'était pas question que je revienne vers Logan. Mais là, lui, ce qu'il voyait pas, c'est que il y avait un précipice de 2000 mètres environ. Fait que c'était impossible pour moi de contourner. Fait qu'il fallait que je remonte la montagne. Fait que ça, 300 mètres, là, c'est une tour Eiffel. Tu sais. Puis ça, c'était pas prévu. C'était pas prévu. C'est une tour Eiffel pas avec des marches, là. Non, pas avec l'ascenseur, là. Puis, fait que là, je suis obligée de remonter. Mais j'ai pas le choix, là. Puis, fait que là, je commence à monter avec mes skis, là. C'est vraiment trop à pic. Je dois enlever mes skis, mais tout ça sur une pente de même, là. Et là, moi, je suis pas encordée, fait que je dois enlever mes skis, puis là, je dois faire attention à pas glisser. Vous savez, j'ai 2000 mètres de précipice en bas de moi, là. Fait que là, ça m'a demandé, là, tu sais, une concentration pour pas basculer. C'est d'enlever mon sac, de mettre mes skis après le sac, de remettre mon sac, mettre mes crampons. Puis là, j'ai commencé à monter, là, mais c'était tellement pas prévu, là. Là, on pouvait entendre la québécoise, là, des kilomètres, là. là, c'est... Puis finalement, je suis arrivée en haut. Mais là, mon GPS, il restait presque plus de batterie. Mais heureusement, je suis arrivée à retrouver mes traces, mais la peur que j'ai eue, parce qu'il faut pas oublier, j'ai toujours ce drame-là que j'avais vécu, en tête. Puis là, ben, tu sais, là, j'ai retrouvé mes traces, mais j'ai eu peur. Là, le sommet du Mont Logan, là, je m'en foutais, là, à ce moment-là. C'était pour moi, c'est de revenir sain et sauf. Fait que je suis arrivée au camp 5 à 1h30 du matin. Puis là, moi, j'ai pas fini. Faut que je fasse fondre la neige. Fait que je fais fondre la neige, mais encore là, j'ai du mal. Puis là, j'ai juste envie d'aller me coucher. Mais je peux pas aller me coucher. Faut que j'attende que ma neige devienne eau. Puis finalement, je me suis couchée peut-être vers 3h30 du matin. Puis, j'ai pas vraiment beaucoup dormi. Et là, le matin, là, c'est la grosse tempête. Là, je panique parce que là, moi, j'ai toujours en tête, ben là, on dit de pas rester là au camp 5 en cas de tempête. Mais finalement, j'appelle mon ami qui avait la météo. Moi, j'essaie de sauver mes batteries. Fait que là, il me dit, non, c'est prévu. J'ai dit, OK. Fait que là, j'attends une couple d'heures. Finalement, le vent est cessé. Fait que là, moi, je dois revenir. Mais là, contrairement aux autres montagnes, on descend. Mais moi, je dois encore monter. Les 400 mètres que j'ai fait du col jusqu'au camp 5, là, je dois les remonter. Fait que là, c'est plus qu'une tour Eiffel. Fait que là, j'ai remonté, mais je me suis encore perdue. J'ai fait une coupe de mètres un petit peu trop loin. Là, j'avais plus de GPS. Faut que je le dise. Là, j'avais plus de GPS. Fait que c'est pour ça aussi que je me suis perdue. Mais là, j'étais pas trop loin quand même. Sauf que là, quand je suis arrivée au col, au lieu de redescendre, là, il faisait super beau. Là, je dis, je pense que je vais en profiter pour essayer de charger mes appareils. Parce que là, il faisait beau. Pour me rendre compte que mes appareils, j'arrivais pas à les charger. Fait que c'était les fils, les câbles qui étaient brisés. C'était pas le panneau solaire. Et là, ben là, j'ai pu manger un peu. Puis là, je me suis dit, je vais partir demain matin. Parce que là, je pense que je suis trop fatiguée, puis c'est peut-être risqué. Puis là, il fait beau. Je trouvais que la vue était belle aussi. Puis je dis, tu sais, je vais juste me recharger un petit peu les batteries, là. Puis, finalement, dans la nuit, la grosse tempête. Fait que j'ai pas pu vraiment dormir. Et là, je sens que mon énergie, je suis tannée, j'en peux plus, là, parce que là, à un moment donné, c'est une situation qui dégénère, comme j'avais vécu en 2016. Tu sais, quand à un moment donné, il y a plein de choses qui arrivent. Là, c'est une situation là qui est en train de se dégénérer, puis que là, je fais quoi? Parce que Logan, contrairement à d'autres montagnes, tu peux appeler les secours, puis ils peuvent être là peut-être dans 2 heures, ou c'est beaucoup plus facile. Mais à Logan, c'est tellement une montagne isolée, et à cause de la météo,
c'est très difficile pour les secours de venir parce que là tu peux attendre 3 jours, 4 jours. Puis si tu appelles les secours alors que tu es dans une situation qui te reste peut-être 5% d'énergie vitale, ben quand ils vont arriver, c'est fini. Mm-hmm. Fait que moi, je me gardais 25% d'énergie en banque pour pas être un fardeau pour les gens qui allaient venir me chercher. Sauf que les secours arrivaient pas à venir à moi parce que où j'étais au col, c'était l'endroit la pire qui pouvait venir. C'était pas la pire dans le fond, le camp 5 c'était la pire, mais au col, l'hélicoptère pouvait pas se poser. Fait que sont venus me dropper un sac de rescue que j'avais. En fait, moi, j'avais dit, s'il vous plaît, mettez dans le sac de rescue Les Pop-Tarts. une sandwich. Je voulais une sandwich, mais je voulais de quoi qui se mangeait bien. Ouais. Pas de quoi que j'allais être obligée encore de cuisiner. Surtout qu'il y avait une tempête dehors, ça prenait une énergie. Ils droppent ça comment, un sac comme ça? En hélicoptère. Mais je sais, mais avais-tu une place pour le recevoir? C'était-tu facile? Oui, ben ils me l'ont lancé, mais en fait, ils ont fait 2 tentatives. À un moment donné, ils ont fait première tentative, ils ont essayé de rentrer pour me dropper le sac. Puis moi, j'attendais ma sandwich. J'en rêvais. Puis finalement, pour me rendre compte que l'hélicoptère est reparti, puis là, j'étais très déçue, parce que j'allais pas avoir ma sandwich, parce que l'hélicoptère est pas arrivé, il y avait trop de vent. Fait que puis à un moment donné, le soir, sans que je m'en attende, comme dans un film, l'hélicoptère arrive, sans que je l'ai entendu venir, est arrivé, puis de même. Fait que là, j'étais allée chercher le sac. Pas de sandwich! Là, il m'avait mis encore là de la nourriture sèche, complètement inefficace, le sac. Il m'avait mis de l'eau chaude. Mon Dieu, mettez au moins du chocolat chaud ou du bouillon. Ouais. Parce que moi, c'était là que ça allait plus. Ouais. J'avais besoin de réconfort. Ouais. Puis, il y avait à peu près une 20aine de seringues. Aucune idée à quoi ça servait. Fait que un sac complètement inefficace. Fait que c'est toute cette énergie-là déployée pour finalement... Fait que, mais bon, on apprend quand même là-dedans. Fait que finalement, là, eux, ils pouvaient pas venir me chercher. Fait que là, la seule option, c'est qu'il y avait toujours les 2 Québécois qui étaient sur la montagne, qui étaient au camp 3. Là, lui, il était avec son fils. Puis eux, en fait, ils faisaient le Logan pas pour les mêmes raisons que moi. Ils étaient là par... tu sais, c'était un but de loisir. Il allait pas faire le sommet, il voulait juste faire du ski. Fait que, mais son fils, malheureusement, il arrêtait pas de geler des pieds. Puis moi, je voulais tellement pas les impliquer parce que justement, il y avait la tempête au col. Puis je me disais, il faut pas qu'il vienne parce que c'est déjà son fils qui a froid aux pieds. Et fait que j'aurais préféré que ça soit les secours de Parc Canada qui s'en chargent et non de faire rentrer 2 Québécois qui dans le fond ils ont été comme obligés parce c'était les seuls qui pouvaient venir me chercher. Fait qu'ils sont venus me chercher. Puis fait que finalement moi j'ai toujours quand même mon 25% d'énergie que j'avais gardé, fait que ça a pu permettre que j'ai pu descendre en ski. Fait qu'ils ont pas eu besoin de descendre sur une civière, ce qui aurait été un fardeau à cette altitude-là pour eux. Fait que j'ai descendu en ski. Fait que moi dans le fond c'est ça, j'avais besoin d'être assistée parce que c'était là que ça allait plus. Mm-hmm. Parce que j'avais le choc post-traumatique là je voulais plus sortir de mon bivouac parce que là, je me disais, ça se dégrade trop, là, la situation. Je vais m'en aller vers quoi, là? Puis, finalement, au camp 4, ben là, j'ai mangé, j'ai bu, puis finalement, l'hélicoptère est venu me chercher à peu près, je pense que c'est 40 minutes plus tard. Fait que, voilà, ça a été c'est tout ça, l'histoire de la rescue qui malheureusement, j'aurais aimé que ça se passe autrement. Mais heureusement, je pense que j'ai pris la bonne décision parce que c'est toute mon expérience du passé aussi. Parce que peut-être que j'aurais forcé, puis peut-être me rendre peut-être à 5% d'énergie, puis les 2 Québécois seraient arrivés, puis je serais morte, tu sais. Mais c'est bon, ben c'est ça, c'est les décisions que j'ai prises, que j'assume. Puis moi, je pense que tout le monde apprend là-dedans.
Moi, l'erreur, c'est sûr que le fait d'avoir descendu trop basse puis d'avoir remonté à 300 mètres, ça, c'était pas prévu. De plus avoir de GPS, c'est sûr que ça m'a atteint psychologiquement parce que là, je me disais plus de GPS, plus de téléphone satellite, je suis solo. Là, ça me faisait vraiment peur. Là. Puis, à un moment donné, ben, c'est la situation qui se dégrade, la fatigue, qui fait que j'ai pris les bonnes décisions. Fait que moi j'ai appris beaucoup là-dedans, mais je crois aussi que ceux qui sont intervenus dans les secours, ils ont appris aussi, parce que par Canada, évidemment, le sac qu'ils m'ont droppé, on a parlé beaucoup par la suite. Ils en ont fait des plus efficaces. Oui, je sais ça. Tu sais, on a tous, parce que eux, c'est sûr qu'ils ont pas beaucoup de, il y a pas beaucoup de monde qui va à Logan par année, puis il y a pas beaucoup de rescue à faire. Fait que on a tous appris de ça. Je crois que le secours va être beaucoup plus efficace parce que c'est aussi de faire intervenir les deux Québécois malgré eux. Tu sais, c'est sûr que je me sentais mal de ça. Mais en même temps, la montagne, c'est ça. Moi, je pense que j'aurais fait aussi la même chose, c'est normal. Puis, on a tous appris de ça. Puis, au-delà de tout ça, c'est sûr que moi, je vais écrire mon livre aussi. C'est toute l'histoire de Logan qui avant même la rescue, ça a été tellement, qui inclut le Logan 2017, ça a été tellement une épopée, moi, dans ma vie. C'est du dépassement de soi, la peur, tu sais, j'ai eu des coups d'humilité aussi, puis de rendre aussi, peut-être, de prendre un échec, mais d'en faire un apprentissage pour être plus efficace. Puis c'est tout ça. Tu dis un échec, parce que je connais pas la psychologie en arrière du monde qui font l'alpinisme. La psychologie, c'est de faire le sommet, puis de retenir au point de départ en autonomie, ou aussi, est-ce que tu crois vraiment que, tu sais, t'es allé au camp 4, t'as été sorti par hélicoptère, comment tu vois ça? Comment quelqu'un perçoit ça quand il vit? Ben, c'est sûr que les puristes, ça va être de monter et de redescendre. Moi, j'aime mieux être puriste envers moi-même, c'est-à-dire, ben, je vais quand même pas y laisser ma vie, là, pour une question d'être puriste. C'est quand même ma vie, ça serait complètement idiot. C'est sûr qu'il y a une petite ombre pour moi à mon Logan si on regarde juste cette partie-là. Mais moi, si je la regarde dans l'ensemble, ça fait partie de mon histoire. Puis le sommet, c'est un sommet, mais c'est l'histoire. Pour arriver là. Pour arriver là, puis de redescendre, c'est la vie, c'est le vécu que pour moi, c'est une victoire dans ce sens-là. C'est tout l'apprentissage que j'ai fait parce que moi j'avais besoin de me mesurer à moi-même par rapport à tout ce que j'avais fait dans le passé. Et pour moi, mon pari a été remporté à ce niveau-là. Et oui, il y a eu la rescue, mais en même temps, pour moi, gars, Monique, t'as su lâcher prise, mettre ton ego de côté pour te rendre compte que, gars, là, t'as besoin d'aide. Ça fait partie. Fait que c'est... peut-être qu'il y a quelqu'un qui pourrait aller faire Logan, puis faire le sommet, puis redescendre en solo, puis dire qui va dire que lui ou elle a réussi. Tant mieux. Mais il faut regarder aussi toutes les conditions. Exact, ça veut pas dire que les conditions vont être les mêmes. Moi, j'ai dû faire ma trace. Tu sais, ça, c'est toute une différence parce que là-dedans, là, c'est incroyable. Perdu dans le brouillard, même si ton GPS te dit par là, mais là, tu vois qu'il y a plein de crevasses puis que c'est vraiment trop dangereux, tu dois contourner. Tu sais, les deux Québécois, ils me l'ont dit quand on s'est revus par la suite. On a suivi ta trace tout le long, Monique. Tu sais, peut-être que s'ils n'avaient pas suivi ma trace, c'est peut-être eux qui auraient eu besoin de secours. Peut-être pas non plus. C'est quelle distance pour être rejoint pour ces Québécois-là? C'était... Du camp 4 au... Ouais, où est-ce qu'ils étaient, du moment où ils sont allés chercher? C'était à peu près, je te dirais, une affaire comme 30 mètres. Ah oui, hein? Ouais, à peu près 30 mètres. Puis ils étaient proches de toi. Ça a pris, eux, ils m'ont dit que ça leur a pris à peu près 2 heures du camp 4 au col, mais en redescendant, c'était 15 minutes en ski. Ah, okay. Puis après ça, ben là, c'était juste la descente, jusqu'au camp de base.
ce que moi j'avais déjà fait tu sais en 2017 puis que j'avais déjà fait quand j'ai fait mon acclimatation. Fait que tu sais pour moi c'était à peu près 5 heures de ski grand max jusqu'au camp de base. Là je me dis c'est quoi de risquer ma vie juste pour un 5 heures de ski qui pour moi j'en étais plus là. Quand le mental est plus là. Pardon? Quand le mental il est plus là. Il est plus là, j'avais plus rien j'ai pas rien à prouver à personne. En fait, c'était à moi. Ma limite était là, moi. Puis, tu sais, en tenant compte avec mon choc post-traumatique aussi, avoir tombé dans une crevasse, moi, je crois à ce que j'ai fait par rapport à 2018, mon Logan solo. Moi, je suis très fière envers moi-même par rapport de je sais par quoi j'ai passé. C'est sûr qu'il y a une partie de chance dans le sens que Logan, je remercie Logan j'ai été chanceux. Il y a une partie de chance aussi là. C'est sûr que il faut rester quand même humble face à la nature. Mais il y a une partie aussi que j'étais très bien préparée. J'ai pensé à tout dans les moindres détails. Le 2017 m'a permis aussi d'adapter ma préparation. Puis, tu sais, peut-être que si j'avais pas eu le choc post-traumatique de 2016, peut-être que j'aurais continué, puis j'aurais été accrochée plus par l'ego, puis finalement, je serais même pas là pour vous parler. Fait que moi, je me suis dit, gars, j'ai vu mon ami mourir dans mes bras, là. Tu sais, quand t'as vu la mort d'aussi proche, puis les mois qu'on suivi, les années qu'on suivi, ça a été tellement l'enfer que je joue plus avec la vie. Fait que moi, c'est mon vécu. C'est plus qu'une question de sommet. Pour moi, chaque kilomètre que je faisais était un défi là, en soi. Puis moi, je suis très fière par rapport à mon cheminement, même dans ma décision d'appeler les secours. Puis, tu sais, c'est sûr que c'est plate que j'ai fait intervenir 2 personnes qui auraient peut-être pas voulu. C'est plate parce que toi, tu trouves que c'est plate ou eux trouvaient que c'est plate? Je peux pas parler à leur place, mais moi, je sais que je voulais pas. C'est sûr que je voulais pas. Je voulais que ça soit Parc Canada qui prenne. Parce que c'est sûr que moi, j'avais en tête aussi que son fils gelait des pieds, puis je voulais tellement pas que ma décision soit amène un drame dans tu sais, entre eux là. Fait que c'est pas c'est pas facile par la suite. Il y a plusieurs questions qui se posent, mais moi j'avais fait le pour le contre. Je crois sincèrement qu'à un moment donné, j'ai pris la meilleure décision. Puis tout le monde apprend de tout ça. Puis ça fait partie de la vie aussi. À un moment donné, chacun vit des épreuves, puis interviennent des fois des gens de l'extérieur. Puis on est pris là-dedans, mais on grandit aussi. Puis c'est comme ça qu'il faut le voir. Là. Est-ce que tu penses que les autres sont fiers de ce qu'ils ont fait en t'assistant? Est-ce qu'ils ont un sentiment de t'avoir aidé? Ben sûrement là. Est-ce qu'ils ont dit, écoute, moi je peux pas parler à leur place. Tu leur parlais par la suite ou? Malheureusement, j'ai parlé avec eux au Yukon, mais c'était tellement proche de l'événement que j'aurais aimé qu'on se reparle un peu plus tard dans le temps. J'ai lancé l'invitation, j'attends toujours la réponse, mais on a le temps aussi. Maintenant, la poussière est retombée. Pour moi, ça serait important parce que c'est de voir comment on a vécu un lien privilégié. Il y a beaucoup de questions qui restent en suspens. Que j'aimerais vraiment que ça se passe entre surtout entre le père et moi. Puis on a vécu vraiment quelque chose de privilégié, puis j'ai l'impression que ça se passe entre nous. Puis moi j'ai remercié aussi infiniment. Écoute, s'il avait pas été là, je me demande comment ça serait passé par la suite. T'sais, mais avec des si, on peut supposer tellement de choses. Exact. Si le sac de rescue qui m'ont lancé, s'il y avait eu ma sandwich, est-ce que j'aurais eu l'énergie de descendre? T'sais, on peut aller loin avec les si, mais ça s'est passé comme ça.
Je crois que c'est très nécessaire qu'on se rencontre. Moi, je vois ça comme on a un lien privilégié. Puis avant d'en faire un débat public, je crois qu'il faut qu'on se parle avant. Parce qu'on a chacun notre vécu aussi. Puis on a notre vision qui est totale. On n'était pas là pour les mêmes raisons. On n'avait pas les mêmes motivations. Je sais même pas s'il sait, lui, ce que moi j'ai vécu en 2016 aussi. Fait que tu sais, c'est tout ça. Puis c'est une histoire humaine. C'est comme ça. Là. Ça a duré combien de temps, juste pour avoir une idée? Mon Logan, 19 jours en tout. OK. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que c'est... Est-ce que l'ombre est assez grande au tableau? T'as tiré une petite ombre au tableau à cause que t'as pas fait? Est-ce que pour que tu veuilles y retourner? J'aimerais ça, mais je sais que ça sera pas dans les mêmes conditions. Puis moi, j'ai adoré la manière que je l'ai fait. Là, je sais qu'il y a beaucoup de monde, il va pas beaucoup, mais je sais qu'il va y avoir plusieurs équipes qui se rendent au Mont Logan l'année prochaine. Fait que c'est moi d'y aller puis suivre la trace, j'ai plus envie vraiment parce que c'est pour l'avoir fait d'une autre manière. Non, tu sais. Mais c'est sûr que j'aimerais y retourner, mais il faudrait que ça soit les mêmes conditions. Parce que là, de suivre la trace, probablement que ça serait beaucoup plus facile, puis probablement que j'atteindrais Logan, puis je redescendrais, puis il y aurait pas de problème. Mais moi, je sais ce qui m'a beaucoup épuisé, c'est de faire la trace. C'est incroyable, l'énergie. À un moment donné, j'ai monté entre le camp 2 et 3. Et à un moment donné, je me souviens, sur une pente comme ça, la neige est partie sous mes pieds. Je suis même pas encordée. Et là, ça me demandait une concentration pour pas partir dans l'avalanche. Tu sais, juste par... puis ça, c'est mon entraînement, puis l'expérience aussi. C'est aussi peut-être un peu de chance, mais... Tu sais, de me balancer pour garder tout mon focus, mon énergie ancrée au sol, puis mais tout ça, c'est de l'adrénaline à fond, tout le temps. Puis finalement, je suis arrivée au camp 3, mais déjà fatiguée parce que j'avais passé plusieurs épreuves. Puis c'est drôle parce que les autres montagnes, du fait que j'étais avec d'autres personnes, je pouvais des fois me reposer sur les décisions de l'autre. Tu sais, je pouvais... tu sais, il y a une certaine confiance qui s'installe. Mais là, je pouvais même pas, des fois, m'asseoir et apprécier le moment parce que j'avais tellement de travail à faire. Tu sais, quand je faisais l'ascension puis j'arrivais, par exemple, au camp 5, ben c'est pas fini. Je dois creuser, puis après ça, mettre mon bivouac, préparer mon repas. C'était très long tout ça à faire en haute altitude. Tu sais, défaire tout mes bagages. Tu sais, ça demandait là, des heures à faire. Fait que je me reposais jamais. Puis quand je voulais me reposer, ben là souvent c'était des tempêtes la nuit, des grosses bourrasques de vent. C'était très difficile de me reposer, mais moi on dirait que j'ai beaucoup plus apprécié par la suite. Les images, c'est sûr qu'il me reste. Et là, par la suite, c'est de refaire le chemin, de repenser, de revoir les photos, les vidéos qui font que, wow, c'est quand même incroyable ce que j'ai vécu. Tu sais, c'est dans mon cheminement à moi, ça a été l'apogée de toutes mes expériences. Parce que ça a été magnifique de croire comme ça premièrement, d'y retourner à Logan 1 an après un échec, puis d'y aller d'une manière comme ça, solo mais solitaire. Fait que c'était presque mystique cet événement-là dans ma vie. C'est un Compostelle. Oui, mais face à moi-même, tu sais, puis j'ai adoré l'expérience. C'est sûr si je pouvais enlever le rescue, parce que moi, j'enlèverais pas dans mon cheminement personnel, mais peut-être point de vue des gens de l'extérieur, ils se sont accrochés à ça, puis malheureusement, toute l'histoire avant, qui est d'une très grande beauté, que j'arrive pas à expliquer ou à exprimer parce qu'on s'accroche à ça. Mais ça, là, c'est si petit dans tout le détail. Tu sais, mais là, heureusement, j'ai des conférences qui s'en viennent, je vais pouvoir l'expliquer, parce que j'ai toute l'histoire de 2017, Logan 1, à raconter. J'ai
Puis après ça, ben j'ai toute Logan 2018. Mais moi, j'ai besoin de la raconter parce que c'est magnifique aussi, toute cette histoire-là de dépassement de soi, d'humilité aussi, puis de savoir lâcher prise aussi. À un moment donné, mon gars, c'est Moi, je vais être honnête avec toi, tu racontes ça, puis je pense pas qu'il y a personne qui va dire ici que c'était un petit accomplissement ou un échec, parce que t'en parles, puis c'est comme très impressionnant ce que t'as fait. Puis même tout ce qui est au niveau du sauvetage, pour moi, c'est... c'est comme secondaire. Là, ouais, secondaire l'histoire, fait que c'est pas mal impressionnant. Puis ça mérite d'être sans entendu. minimiser leur action là, aux Québécois. Eux, je sais que c'est pas secondaire, ça a été beaucoup. Moi aussi, là, j'ai remercié beaucoup de ça. C'est juste que moi, de mon point de vue, je veux dire, il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses aussi à raconter qui est important. Et à un moment donné, il faut en revenir, puis tu sais, regarder l'ensemble, tu sais, pourquoi j'ai appelé les rescues, tu sais, il y a tout un cheminement, tu sais, c'est... puis qui fait partie de l'histoire, puis que c'est de la beauté de l'histoire humaine. C'est une histoire humaine, tout ça, là. C'est pas juste la performance qui serait dommage de s'accrocher à ça, là. Ça serait tellement dommage. Tu sais, c'est d'aller au-delà de sa peur. Parce que j'ai failli d'abandonner 3 fois à Logan 2018. 3 fois j'ai failli d'abandonner. Dès le départ au camp de base. J'arrive avec mes fameux bâtons. Partir pour le camp 1 pour aller faire une cache pour l'acclimatation, ben le froid avait gelé mes bâtons puis ils ont cassé. Là, c'est foutu, pas de bâton, là, pas de piolet, pas de bâton. Dès ma première journée, deuxième dans le fond, là. Fait que, mais là, heureusement, les Québécois qui s'en venaient, ils ont pu ramener 2 bâtons achetés à Whitehorse. Qu'on avait vu, moi, mon ami, juste avant de partir. Fait que l'avion est arrivé avec une autre paire de bâtons, mais une autre marque aussi, là. Fait que, tu sais, déjà là, tu sais, c'était foutu si j'avais plus de bâton. Ça a été la première fois. La deuxième fois, c'est la crevasse. Puis la troisième fois, c'est le haut pied de Logan où j'ai remis en question est-ce que je continue ou je continue pas. Puis tout ça, c'était des déchirements parce que quand j'ai failli d'abandonner au pied de Logan, là, c'est pas vrai, tu sais, tout ça, puis parce que j'ai dit je vais être obligée de revenir, une 3e année, tu sais, puis tous ces efforts-là, puis là, à un moment donné, c'est faire le pour, le contre, analyser, puis là, je dis, bon, je vais tout mettre les chances de mon côté, je vais vider mon sac au maximum, puis pour pas perdre de temps, puis y aller vite, puis c'est ça que j'ai fait, puis écoute, quand tu y arrives après toutes ces épreuves-là, c'est satisfaisant. Comment qu'on se prépare pour ce genre d'épreuve-là? OK. Logan, ça demande beaucoup de force. Beaucoup de force. C'est sûr parce que tu dois tirer un traîneau jusqu'au camp 2. En altitude, t'as à peu près, je dirais, t'as 50 à 60 livres dans ton traîneau. Si c'est pas plus un sac à dos de à peu près 40 livres. Là, moi, j'étais allée en ski la 2e année. Là, c'est de monter, faire la trace. Puis, ça fait que ça demande beaucoup de force. Fait que moi, comment je me suis entraînée, c'est sûr que mon métier m'a beaucoup aidé. Je travaillais même sans gants pour la tolérance au froid. Puis, il y a aussi, je m'entraînais, je sais pas si vous connaissez le Versa Climber. C'est une machine. Oui. Fait que moi, je faisais ça parce que c'est vraiment complet comme exercice. Comme c'est dans Rocky IV, on la voit à un moment donné, la machine. Puis ça fait tout le corps. C'est magnifique parce que c'est cardio et c'est musculaire aussi. Okay. Fait que je m'entraînais là-dessus. Je faisais à peu près 30 à 40 minutes là-dessus. Des fois, j'alternais avec le spinning debout. Encore là pour la musculation, l'endurance dans les jambes. Évidemment, là, le week-end, là, je partais en montagne. C'est sûr que j'aime mieux m'entraîner en montagne le week-end. Je m'entraînais beaucoup dans la musculation pour les jambes, les fessiers. Fait que il faut partir très fort, très fort. Puis, le cardio, ça, je l'avais comme tout le temps parce que déjà dans mon métier, c'est quand même cardio. Puis, c'est comme ça que je m'entraînais là. Mais c'est surtout mental. Ouais.
Logan, il y a une partie, il faut que tu sois prêt mentalement parce que les tempêtes sont vraiment redoutables. Ça peut être très dangereux aussi. Nous, quand on était au camp 3 en 2017, là, c'est là que mon ami a commencé à vraiment perdre la motivation. Quand la tente, elle s'est mise à déchirer, il faut pelleter, la neige, elle s'accumule. Là, tu dis, voyons, on y arrivera jamais. Puis, fait que il y a une question mentale. Moi, le livre côté mental m'avait beaucoup aidé, le Surviving Logan. M'avait beaucoup préparé psychologiquement parce que là-dedans, eux, ils ont vécu... tu sais, j'avais ça aussi en tête, leur drame. Eux, ils ont perdu des bouts de doigts, de mains, de pieds. Ils ont été pris dans une tempête, justement, au camp 5, au col, Prospector Col. Puis, fait que, ils racontent tout ça, puis moi, j'avais tout ça en tête. Fait que ça m'a préparé psychologiquement que ça se peut, à Logan, je vive ça. Fait que là, tu pars avec des vêtements chauds, le côté sécurité, comme je disais, là, je suis partie. On dirait, j'avais tout en double, quasiment. J'avais ma paire de raquettes, une paire de skis. J'avais... il y a juste les bâtons que j'avais pas en double, là. Mais j'avais mon bivouac, j'avais une tente. J'avais mon téléphone satellite, j'avais mon Enridge. J'avais 2 systèmes de gaz. Parce que s'il y en a un qui me lâchait, j'avais l'autre. Fait que puis là, ça fait du poids aussi. J'avais mes bottes de ski, mais j'avais mes bottes d'astronaute, là, pour monter des 8000 mètres. Parce que je sais qu'il fait très froid à Logan. J'ai dit, si jamais... Ça, c'est du poids dans le sac, là. Fait que... Mais, c'est ça, à un moment donné, tu réfléchis, qu'est-ce que je prends pas. Puis c'est sûr que c'est pas confortable, un bivouac, mais ça allait m'alléger, parce que là, je dis, j'apporte les bottes. J'ai pas le choix, là. Puis j'ai bien fait parce que justement quand je suis partie le matin, heureusement j'avais les bottes pour me préparer parce que mes pieds, je serais probablement amputée là, tellement que des fois il faisait des fois moins 40. Puis à un moment donné, quand je me suis préparée au camp 5 pour revenir vers le col, j'étais en train de plier mes choses, puis là mon matelas gonflable, il part au vent. Puis là, j'étais à 5100 mètres, puis là, moi, je commence à courir après mon matelas. Mais là, il part, là, je vais courir de même jusqu'à où, tu sais? Puis là, à un moment donné, j'arrête de courir, puis je le vois s'envoler. Là, j'ai plus ça, c'est déjà ça en moins, parce que là, coucher sur le sol, c'est pas bon, là, pour l'hypothermie. Mais finalement, il s'arrête. Fait que là, je m'avance. Puis là, j'ai pu la gripper, puis le ramener, puis là j'ai fait plus attention à mes choses. Mais tu sais, quand t'es fatigué... Tu sais, c'est là que je dis que j'ai eu des fois de la chance, là, tu sais, que le vent, à un moment donné, s'est arrêté. Fait que c'est, tu sais, c'est des décisions. À un moment donné, il y a une mitaine qui part, quand je suis partie vers Logan, il y a une mitaine qui part, tu sais, c'est juste 3 mètres plus bas. Mais le risque de descendre pour aller chercher ma mitaine était trop grand, que je fasse une chute parce que moi, je suis toujours pas encordée. Fait que je me suis dit, j'ai quand même une autre paire de mitaines. T'sais, encore là, j'avais en double. Une autre paire de mitaines dans mon sac. Fait que je vais la reprendre quand je reviendrai. Le risque était trop grand pour une mitaine que j'avais déjà une autre paire. Fait que tu sais, c'est toutes des réflexions constantes. Puis ça demande de l'expérience. Quelqu'un n'a pas d'expérience, je descends. Oui, parce qu'il n'y a pas l'autre paire de mitaines. Puis là, c'est là qu'il arrive des accidents. Fait que c'est... tu sais, il y a des gens qui ont peut-être pensé que j'étais téméraire en partant à Logan 2018, mais j'étais tellement bien préparée. Puis l'avantage de 2017, ce que souvent peut-être les gens savent pas, c'est ça, c'est que moi j'avais fait Logan en 2017, ce qui est peu rare là que quelqu'un a la chance de se préparer pour un solo, d'avoir fait avant. Fait que c'est elle là, moi, ma fierté personnelle, là, face à tout ça, puis fait que c'est une très belle expérience. Vas-y. Comment qu'on se sent quand c'est fini? Quand on revient à la réalité, la vie de tous les jours? Je dois avouer que c'est dur, parce que j'ai vécu tellement sur le high, là, me retrouver dans une routine, je trouve ça très dur, parce que là, c'est... Pour moi, m'acclimater là, à la routine puis à la vie de tous les jours, je dois avouer que c'est plus difficile parce que c'est pas encore tout digéré.
Et c'est pour ça que l'écriture du livre m'a aidé, parce que là, j'ai fait une interruption, mais va m'aider parce que j'ai besoin de partager mon histoire aussi comme je l'ai vécu. Mm-hmm. Parce que c'est assez récent encore. Ben oui, c'est ça. Dans le fond, je suis revenue j'ai atteint le sommet le 30 mai. Je suis revenue à Montréal, je suis revenue un peu plus tard, là, au mois de juin. Mais oui, c'est quand même récent. Puis j'ai beaucoup de choses à digérer face à tout ça. J'ai dû faire face aussi, malheureusement, à des petites controverses qui sont pas des controverses face à la rescue, à des gens qui critiquent. Oui, puis qui connaissent pas. Mm-hmm. Puis ça, je me l'attendais pas. Puis en même temps, j'ai pas envie de mettre mon énergie là-dessus non plus à expliquer tout ça. Je veux bien le faire. La meilleure façon de parler de critique, c'est de rien faire. Exact. Hein? Ouais. Tu sais. Okay. Ouais. Mais je veux bien le faire, tu sais, comme dans un livre. Tu sais, parce que sinon, on va juste parler de ça, non? C'est plate. Puis j'ai dû faire face à ça, fait que je me l'attendais pas, alors que j'étais déjà fatiguée mentalement. Puis fait que c'est ça, mais là les conférences, je crois que ça va m'aider aussi. J'ai besoin de partager cette histoire. Évidemment, j'aimerais beaucoup repartir en montagne. Là, c'est sûr que c'est toujours le financement qui est un problème. Et j'espère de pouvoir chercher du financement. Je serais pas prête à faire un solo l'année prochaine. Ça dépend parce que c'est sûr que moi j'ai pris cette décision-là du solo parce que je l'avais déjà fait. Puis aussi, tu sais, j'ai jugé que j'allais être capable de le faire, mais là sur une montagne que je connais pas, c'est pas pareil là. Fait que mais j'aimerais partir en montagne parce que c'est ma passion. J'adore ça. Ça me manque. C'est une passion qui est viscérale. Le côté sensoriel me manque énormément. J'essaie de combler par des petites randonnées par-ci par-là, mais c'est pas la même chose. C'est pas des expéditions. Fait que c'est pas la même chose, mais j'essaie de trouver mon équilibre dans tout ça. Ouais. C'était quoi la vie de Monique, la petite fille qui était en bas de la montagne, qui regardait les montagnes? Ça avait l'air de quoi, ton enfance? Ben, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Moi, j'ai pas eu une belle enfance. Fait que déjà là, je connais ça, l'adversité. Je devais me battre à faire ma place, à trouver ma place déjà. Fait que et ça a pas été évident. J'ai un frère, une sœur aussi. Ça a pas été évident pour eux non plus. Puis c'est ça. Je veux pas trop rentrer là-dedans, mais ça a été une enfance assez troublée. Par contre, moi, ce qui m'aidait beaucoup, c'est le sport. Fait que c'est là que je me démarquais par le sport. Puis fait que pour moi, je canalisais aussi mon énergie qui était souvent de la colère, de la frustration. Je le canalisais par partir à courir. Puis j'étais quelqu'un qui moi j'aime beaucoup la nature, j'aime me retrouver dans le calme. Puis fait que c'est pour ça y a pas personne qui monte des montagnes dans ma famille là, c'est pour ça que je suis arrivée tard à la montagne dans ma vie, mais ça a commencé par le sport. Par la suite, ça a été les voyages. À 22 ans, j'ai eu une grande chance. Ça a changé complètement ma vie. Je suis partie en Suisse. J'étais allée travailler là-bas comme fille au père. Ça, c'est une famille qui engage une jeune fille pour s'occuper de leurs enfants, pour faire du ménage. Fait que j'étais nourrie, logée, puis payée. Fait que mon argent, j'apprenais, puis je les mettais dedans un voyage. Fait que moi, c'est drôle parce qu'une couple de mois avant que je parte en Suisse, je ne voyais même pas d'issue à ma vie. Parce que je partais mal, là. Tu sais, je partais mal, puis j'ai pas été encadrée, puis... tu sais, je me retrouvais à faire des petites jobines au salaire minimum, mais je voulais comme... il y avait une grande curiosité, mais j'arrivais pas à m'en sortir. J'essayais de finir mes études, puis mais il fallait que je travaille. Puis bon, j'étais plus ou moins équilibrée à ce moment-là aussi. Fait que, tu sais, j'arrivais pas à m'en sortir. Puis, pour moi, ça a été un miracle dans ma vie, parce que c'est un ami qui m'est arrivé avec cette annonce-là dans la presse. C'est spécial. Puis, alors que moi, je voyais même plus d'espoir là, à ce moment-là, une couple de semaines avant. Mais j'étais curieuse, puis je rêvais de voyager. Fait que pour moi, quand je disais un miracle, c'était l'opportunité rêvée.
Fait que je suis partie comme ça, je suis partie, j'ai appliqué, je suis partie, ils m'ont pris, ils m'ont choisi, puis je suis partie une couple de mois après, pour 1 an, un contrat d'1 an. Par contre, au bout d'1 an, j'avais pas fini mes voyages, fait que je suis restée 6 mois de plus. Je me suis trouvé une autre famille là-bas. Et là, j'en ai profité. Et tu sais, c'est de saisir les opportunités aussi. Et moi, je prenais toutes les opportunités. Aussitôt que j'avais des congés, le vendredi, je finissais de travailler, je prenais le train, je m'en allais à Venise, à Paris. J'avais pas beaucoup d'argent, fait que je visitais en rollerblade. À un moment donné, je rencontre une fille, une Québécoise qui faisait le même travail que moi. On a voyagé ensemble, on a dormi sur un banc du Louvre, imagine, parce qu'on n'avait pas d'argent pour un hôtel. Mais ça a été des voyages de jeunesse extraordinaires, la liberté, vivre le moment présent, faire face à des imprévus, puis ça a été magnifique, puis de l'amitié aussi à travers tout ça. Fait que j'en ai profité, j'ai beaucoup voyagé. Puis c'était culturel aussi, c'était des musées. Fait que moi, l'éducation que j'arrivais pas à avoir, ben là, je le visitais. Fait que puis quand je suis revenue au Québec, ben là, j'étais motivée. Puis là, j'ai fait un deck en arts et lettres. Puis c'est drôle parce que des fois j'étudiais, ben j'avais vu le musée ou j'avais pris même des cours de philosophie à Lausanne en Suisse. Puis fait que là j'étais motivée, fait que j'ai fait mon deck en arts et lettres. Puis par la suite, mais c'est drôle, hein, les montagnes étaient là en Suisse, mais pour moi, ils étaient inaccessibles. C'était même trop haut pour moi. Puis mais là, c'était les voyages. C'était le temps des voyages. Puis, quand je suis revenue en Europe, au Québec, pardon, j'ai fini mes études. Puis là, j'ai eu le bistrot. Puis là, c'est le Compostelle. Puis là, GR20, là, la montagne est arrivée. Mais dans le fond, la montagne, elle reflétait un peu ce que je vivais dans ma jeunesse, mais là, d'une manière beaucoup plus assumée, parce que là, je choisis là, mes épreuves. Tu sais, c'est toute une différence, tu sais, quand tu subis des tempêtes émotionnelles, tu subis des rejets. Là, je suis en montagne, puis je suis dans des tempêtes, tout ça, mais c'est assumé, puis j'adore ça. Sauf que c'est ma jeunesse qui m'a préparé à ces tempêtes-là. T'es habitué à ça. Oui, c'est ça. Fait que pour moi, le côté psychologique en montagne, je l'avais déjà. Ouais. Puis le côté forme physique, ben ça a toujours été là. Là, ça s'est transformé, mais c'est en montagne. Puis c'est, tu sais, d'être comme ça sur des crêtes, puis de voir des paysages à pu finir. Je me sens à chaque fois privilégiée quand je vois ça. Je me dis, my God, que c'est beau, parce que si tout le monde avait accès à ça, là, je pense que tout le monde serait alpiniste. Tellement que c'est magnifique, c'est indescriptible. Wow. Ça nous amène vers la fin de notre entrevue, Monique. On aurait pu continuer des heures et des heures. Hein? Mais c'est déjà combien de temps, Chuck, qu'on parle? On est rendu à 1h20. C'est 1h20 déjà quand même. Oh my God. En tout cas, je te souhaite sincèrement de raconter ton histoire au plus grand nombre de personnes possible, parce que c'est vraiment inspirant. Ben merci de l'invitation. Mais j'ai pas fini avec toi. Non. Il reste des questions. Il reste 3 questions de la fin. Fameuses questions. Si tu avais un livre à partager au plus grand nombre de personnes possible qui t'a inspiré, ça serait quoi? L'alchimiste. Oui, l'alchimiste. On a eu ça aussi. Hein? On l'a eu quelques fois déjà. Ouais. Oui, c'est drôle parce qu'en Suisse, à un moment donné, j'ai pris ce livre-là sans savoir c'était quoi. Pour passer le temps. Puis à un moment donné, je tombe là-dessus, je l'ai lu dans le temps de le dire. Et après ça m'a aidé beaucoup la manière de faire mes voyages, parce que là, je cherchais ma légende personnelle. C'est quoi ma légende personnelle? La légende personnelle, pour la trouver à quelque part, faut que tu vives, faut que tu essayes des choses. Et ça m'a inspiré énormément. Et quand je me retrouve sur une montagne, à chaque fois, elle est là, ma légende personnelle. Personnelle, là, c'est pas, c'est très humble, là. Fait que c'est ça. Si tu avais une chanson qui serait sur la trame sonore de ta vie, ce serait quoi? Oh, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, vite comme ça, là. C'est sûr que la quête de Jacques Brel m'inspire énormément. Un peu plus haut, un peu plus loin. Quand j'ai fini mes 7 sommets, puis
c'est quand j'ai atteint le sommet de l'Everest, j'avais cette chanson-là dans la tête, un peu plus haut, un peu plus loin, parce que cette sommet, c'était exactement ça. Chaque montagne, c'était toujours plus haut, plus haut. Puis là, l'Everest, l'ultime montagne, je peux pas aller plus haut, là. Cette montagne, ces chansons-là, ouais. Ah. C'est quoi être une machine pour toi? Être une machine? Ah, c'est drôle, mais ça me parle pas. Oui, ma machine, le clamber. Ça me parle pas dans le sens que je suis vraiment plus au côté humain. Mm-hmm. Là, maintenant, je peux mettre peut-être d'autres images comme ici, là, cette émission. D'ailleurs, pourquoi ce titre? En fait, c'est une bonne question. Hein, c'est qu'on savait pas comment appeler cette émission-là. Puis il y avait différentes affaires. Puis à un moment donné, nous autres, dans notre vie, tout le monde nous disait souvent, vous êtes des machines, mais c'était pas relatif à vraiment qu'est-ce qu'on faisait comme exploit physique ou peu importe. C'était en général dans la vie, vous en faites, donc vous êtes des machines. C'était devenu quasiment une boutade, là, que le monde disait tout le temps ça. Fait que pourquoi pas appeler ça les machines? Ça peut être... Puis je savais que c'était très... Quand je l'ai mis le titre, j'ai dit ça va... C'est en contradiction. C'est en contradiction, ça va créer un peu de confusion, ça va créer un peu de commentaires par rapport à ça, mais quand on réalise ce que c'est complètement autre chose. Mais ça dépend comment tu l'interprètes, toujours. C'est ça. Oui, mais là, c'est totalement différent que je pensais. Non, c'est bien. Ouais, fait que, non, mais c'est ça, moi, machine, c'est... Là, maintenant... Ça peut être une machine humaine. Il y a quelqu'un qui avait déjà sorti ça. Ah, oui. C'est M. Blanchard qui a dit ça. Oui. Cool. Voilà. J'ai une dernière question pour toi. C'est quoi la montagne dans ton cou? Ah, ça, c'est le Cervin. C'est le Cervin que j'ai monté avec mon meilleur ami qui est décédé en 2016. C'est en Suisse. Et j'ai trouvé ce petit bijou-là et maintenant, ça représente pas juste le Cervin pour moi, mais c'est la montagne. Ouais. Mais est-ce que c'est réellement le Cervin ou c'est n'importe quelle montagne? Non, c'est le Cervin. Ah ouais, wow. Ouais. Wow, cool. Que si vous en voulez, c'est en Suisse, la Zermatt, là, c'est facile à trouver parce que tout le monde qui font de la montagne trouve ça bien. Ah ouais, c'est cool. Ouais. Monique, c'était vraiment, vraiment inspirant ta rencontre. Raconte ton histoire, hein, puis pense pas que les gens vont faire... Qui s'arrêtent à ça, parce que je pense que les gens, quand ils vont te rencontrer puis écouter ce que tu as à dire, ils vont comme être inspirés. Ils vont avoir beaucoup d'images dans leur tête parce que c'est un récit qui amène à rêver un peu. Merci de m'avoir donné l'opportunité. Merci à toi. Merci. Puis je te souhaite une prochaine montagne bientôt. Oui, merci. On souhaite. Ce podcast vous a été présenté par l'équipe Tardif de Royal Lepage et l'équipe Stéphanie Simpson de Multiprêt Hypothèque. Pour tous vos besoins immobiliers, l'équipe Tardif et l'équipe Stéphanie Simpson, avec vous jusqu'au bout.